commençons la conférence et le titre de cette conférence, c'est « Nourrir la poulinière pour un poulain en bonne santé ». Alors, je ne sais plus comment je change les diapos, mais ça y est, j'ai retrouvé. Donc, pour cette conférence, comme je vous ai dit, moi je travaille sur la reproduction et un concept qui est très important pour cette conférence, qui est le concept des origines développementales de la santé. Donc, je vais d'abord vous exposer ce concept. Ensuite, on va parler de ce qu'on sait sur ce concept chez le cheval. Et puis ensuite, on va un peu décliner ce qu'on sait et les recommandations qui existent chez le cheval. Et puis, on va essayer de conclure sur ce sur quoi on peut agir. Donc, le concept des origines développementales de la santé et des maladies, c'est un concept qui existe depuis environ 25 ans et qui a d'abord été montré chez l'homme, où il a été démontré que toute altération de l'environnement maternel, que ce soit le métabolisme maternel, donc du diabète, de l'obésité, sa nutrition, ce qu'elle mange, son âge, sa taille, les traitements médicamenteux qu'elle peut prendre, même son exposition à la pollution, va avoir un effet sur le fœtus qu'elle porte. Et le fœtus, il va s'adapter à cet environnement que la mère subit au niveau de la croissance et par le biais d'un organe qui s'appelle le placenta. Et donc, cette adaptation, elle va avoir une traduction moléculaire qu'on appelle l'épigénétique. Alors, pourquoi épigénétique? Parce que finalement, c'est une adaptation qui va au-dessus de la génétique, qui va modifier l'expression des gènes. Donc, épi au-dessus, génétique, donc épigénétique au-dessus de la génétique. Donc, voilà, le fœtus va s'adapter durant la gestation, et puis il va naître avec ces adaptations qui vont être mises en place, et ces adaptations, elles vont rester en place, au moins pour une bonne partie d'entre elles. Et ça va déterminer le phénotype, c'est-à-dire les traits de l'individu, et sa santé à long terme. Donc on ne va pas forcément voir quelque chose à la naissance, mais les effets de cet environnement, on va les voir surtout quand les individus deviennent adultes, voire âgés. Et ça va être des effets surtout métaboliques sur des maladies donc non transmissibles. Et donc ça a été d'abord vu chez l'homme avec des études épidémiologiques. Alors je vous passe tout l'historique de l'évolution de ce concept. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il s'applique aussi aux espèces animales, dont le cheval. Alors, deuxième chose importante, vous avez vu que finalement, ce qui se passait, ce qui allait prédisposer finalement ces effets à long terme qu'on va trouver chez les descendants, eh bien, ça se passe durant la gestation. Donc, on a pu mettre en évidence des périodes qu'on appelle des périodes critiques de développement, où, en fait, le fœtus en développement, voire l'embryon, vont être particulièrement sensibles et développer ces marques épigénétiques qui vont avoir des effets qui vont perdurer jusqu'à très long terme. Et donc, ces périodes critiques de développement, c'est le moment du développement embryonnaire, mais sur lequel, sur le cheval, actuellement, on n'a pas beaucoup de données. Ensuite, ici, cette petite période que j'ai illustrée ici, c'est l'organogénèse, c'est la mise en place des organes qui vont ensuite se développer par la suite durant le développement. Ici, vous avez un fœtus bovin, mais je n'ai pas changé ma diapositive. Ensuite, vous avez toute la période de développement fœtal, avec que ça soit le bovin ou l'humain ou le cheval. Et le placenta va être particulièrement important parce que c'est lui qui va être à l'origine finalement le messager de l'environnement maternel. Mais l'ensemble de ces marques épigénétiques qui vont se mettre en place durant cette période vont avoir un effet donc sur la santé et le phénotype de l'adulte. Si on veut si vous voulez comprendre un peu, nous, ce qu'on donne comme exemple, c'est un livre de recettes. Le livre de recettes, c'est les gènes qui sont à la base de notre ADN et qui font qu'on est nous-mêmes. Et donc, ces gènes, ils vont avoir une importance prépondérante sur qui on va être à l'âge adulte, sur notre phénotype. Vous pouvez interpréter les marques épigénétiques comme les annotations qu'on peut avoir dans ce livre de recettes. Donc, les annotations, elles peuvent changer de façon subtile
ou alors de façon assez importante la recette, selon ce que vous allez rajouter dans votre livre de recettes comme annotation. Donc c'est ça les marques épigénétiques. Et puis après, on peut certaines vont rester tout le temps et d'autres vont s'effacer. Alors qu'est-ce qu'on sait, c'est le cheval. Quels sont les facteurs? Ce qui nous intéresse, c'est la performance du cheval. Donc, quels sont les facteurs qui vont influencer la performance? C'est d'abord comment on va nourrir notre cheval, comment on va l'entraîner, la qualité de notre cavalier, la génétique de notre cheval. C'est là-dessus qu'on va choisir l'étalon pour la jument qu'on va élever. Après, on a aussi le tempérament du cheval qui va influencer sa performance, sa santé, sa note d'état, son métabolisme, et puis sa taille. Et en fait, tous ces facteurs qui sont entourés en bleu, eh bien, ils peuvent être influencés par l'environnement précoce, donc l'environnement de la gestation chez la jument. Et donc, vous avez vu dans cette diapositive précédente, là, il y a énormément de références. On a quand même énormément de données qui nous montrent que ça, il y a un effet majeur de la gestation. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les recommandations actuelles sur la jument gestante? Juste un petit rappel sur les systèmes qu'on utilise pour évaluer la nutrition. Alors, on n'a pas de chance parce que quand on fait de la recherche, on s'appuie sur des données qui sont présentes dans le monde entier. Mais dans le monde entier, on n'évalue pas la qualité de l'alimentation de la même manière. Aux USA, on va parler d'énergie digestible. En Allemagne et en Scandinavie, on va parler d'énergie métabolisable. Et avec le système INRA, maintenant INRAE, ou le système qui est aussi utilisé aux Pays-Bas, on va plutôt parler d'énergie nette. Donc parfois, on va avoir du mal à transférer des évaluations d'aliments qui sont faites en France sur par rapport à des données qu'on a ailleurs. Qu'est-ce qu'on sait sur la jument gestante? Quels que soient les systèmes, que ce soit le système NRC aux États-Unis ou le système INRA, eh bien, on n'a pas été tué à battre des juments gestantes pour regarder la quantité de protéines, la quantité d'os, etc. chez les fœtus au fur et à mesure de la gestation. Donc, la plupart des études, elles se sont appuyées sur des fœtus avortés. Ce qui est un petit peu difficile parce que c'est un fœtus avorté, il n'a peut-être pas poussé exactement comme un fœtus normal. Donc, et à la base de ça, avec ces fœtus avortés, vous avez ici des courbes d'augmentation du poids fœtal qui ont été utilisées pour essayer de calculer les besoins des juments gestantes. Alors, on a quelques études aussi qui ont abattu des juments, très peu. Et toutes ces études sont des études qui sont très anciennes et pas toujours très bien validées avec nos critères actuels de rigueur scientifique. Deuxième chose importante, c'est que lorsque une jument est gestante, exactement comme une femme enceinte, eh ben son métabolisme change. Elle va stocker plus de lipides, elle va avoir une résistance à l'insuline, donc pour pouvoir apporter plus de glucose à son fœtus. Et toutes ces études qui étaient présentes, qui sont présentes sur la jument gestante, elles ne prennent pas en compte le changement du métabolisme de la jument gestante. Et voilà ici une petite étude, un graphe qui vient d'une étude qu'on a faite à l'IFCE avec une de mes doctorantes qui s'appelait Pauline Peunier. Et vous voyez la courbe noire, et on a nourri des juments gestantes avec les 100% des recommandations INRAE. Et puis en rouge, celles qui ont été surnourries en prenant en compte les recommandations. Et à 130%, eh bien, elles gardent leur note d'état normale. C'est ce qu'on va essayer de faire quand on va être en présence de juments gestantes. On va essayer qu'elles ne perdent pas de poids ou qu'elles ne perdent pas d'état. Donc, on va essayer de maintenir là, ici, une note d'état autour de 3,5. Et on voit que finalement, quand on applique stricto sensu le 100% des recommandations, eh bien, on a une perte d'état des juments. Donc, ça veut dire que ces recommandations actuelles, elles ne sont pas forcément très, très bonnes. Donc, il est important pour vous de regarder vos juments et d'ajuster pour maintenir les notes d'état de vos juments durant la gestation. Et puis, donc, dernière chose, donc je vous ai parlé de ce concept des origines développementales de la santé et des maladies. Eh bien,
il n'y a aucune prise en compte de ces données-là, du fait que comment on va nourrir notre jument, ça va avoir des effets sur sa santé à long terme. Pour l'instant, il y a pas de prise en compte sur les recommandations qui sont faites. Donc nous, ça fait environ 10 ans qu'on essaie de travailler là-dessus. Donc il y a un vrai besoin de réévaluation et nous, on a commencé d'abord pour essayer d'avancer par rapport à ce qu'on savait chez l'humain et chez d'autres espèces. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les chevaux? En général, que ça, les juments, que ce soit des juments ou pas, beaucoup de propriétaires, toutes les enquêtes le montrent, vont nourrir leurs chevaux selon des techniques traditionnelles, ils vont utiliser des rations. Il y a énormément d'utilisation de concentrés, 87 à 96% des éleveurs vont utiliser des concentrés. Toutes les études sur l'état de nutrition des chevaux en général montrent qu'il y a beaucoup de surnutrition et les éleveurs vont utiliser la note d'état et donc c'est très important d'utiliser la note d'état pour suivre l'état de nutrition de ces chevaux. Pour les juments pleines, que ça soit en sport, en course ou en loisir, il y a très très majoritairement une utilisation de concentrés, surtout quand les animaux sont en hivernage. Mais on a aussi des animaux qui sont plutôt sous-nourris durant la gestation. Donc on a un petit peu tous les cas, mais beaucoup plus de surnutrition que de sous-nutrition. Autre chose qui est importante dans ce qui se passe dans l'élevage équin actuellement, c'est qu'on a une explosion de l'obésité chez les chevaux, en particulier chez les chevaux de loisirs, mais aussi chez certains de chevaux de sport. La vision d'un cheval en état et la vraie note d'état n'est pas toujours prise en compte. Donc on a des problèmes de surpoids et d'obésité chez les chevaux comme on peut avoir chez les humains. On a aussi toujours, malgré la sélection génétique, des problèmes d'ostéochondrose chez les poulains. Et il faut savoir que l'ostéochondrose, elle est liée au métabolisme. Et puis, on a l'apparition de plus en plus du syndrome métabolique équin, qui est un genre de parallèle du syndrome métabolique humain, qui est une pathologie qui associe de l'obésité, du diabète et des problèmes de cholestérol. Alors, on va repartir sur nos juments gestantes. Qu'est-ce qu'on sait finalement des effets de l'alimentation chez la jument? Qu'est-ce qu'on sait sur des effets d'une surnutrition, d'une obésité ou d'une sous-nutrition? Qu'est-ce que la littérature nous dit? Et vous voyez que dans ma présentation, à chaque fois, vous avez les références. Je ne vous dis rien qui n'ait pas été validé de façon scientifique dans des journaux scientifiques avec validation par les pairs. Donc peut-être que donc voilà, c'est l'information, je la limite à ce que je pense qui est vraiment, enfin je sais qui est vraiment validé. Alors, on y va. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'obésité chez un cheval? Parce qu'on sait, chez l'humain, il y a un indice qu'on appelle l'IMC, et selon votre IMC, vous allez être classé en surpoids ou en obésité. Qu'est-ce qu'on va utiliser chez les chevaux? Chez les chevaux, on revient à notre note d'état, qui est vraiment la base et qui doit être vraiment ce que vous utilisez tout le temps. C'est la note d'état. En France, elle est de 0 à 5. Si vous voyez des textes américains, eh bien, ils ont le même type de note d'état, sauf que ça va de 0 à 10. Donc attention, si vous allez regarder de la littérature étrangère, de bien vérifier quelle échelle est utilisée. Et on va dire que le optimal, c'est 3, 3,5, qu'à partir de 4, on est en surpoids, puis à 5, on est obèse pour un cheval. Sauf que la note d'état, elle varie dans le temps avec les saisons. Donc vous voyez ici, pareil, une courbe que nous, on a établie sur la station expérimentale de l'IFCE au cours de l'année sur des chevaux qu'on suit. Et on voit que les chevaux normaux, finalement, ils vont perdre un peu de la note d'état, ils vont descendre même jusqu'à autour de 2 à la fin de l'hiver, mais ils vont remonter, et puis alors en été, quand ils vont être dans les pâturages, ils vont monter jusqu'à 4, et puis après, à la fin de l'été, ils vont redescendre un peu en note d'état et ça va remonter. Donc c'est un animal normal, il va pas avoir une note d'état continue
toujours la même, mais il va avoir un genre de yo-yo au cours des saisons. Et c'est aussi ce qu'on voit chez les animaux sauvages, chez les animaux, les chevaux en liberté. Les animaux obèses ou en surpoids, alors je ne suis pas sûre que obèse c'est le meilleur terme, mais on va dire surpoids ou obèse, hein, là on avait mis obèse, eh bien en fait ils ne changent pas, ils descendent pas du tout. Donc ça va être l'important. La définition d'un animal en surpoids ou obèse, c'est un animal qui va jamais perdre de note d'état. Donc voilà, on a les changements en fonction de la saison, hein, donc cette baisse et puis cette augmentation. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur l'effet de l'obésité maternelle chez le cheval ou du surpoids maternel dès le début de la gestation, dès la mise à la reproduction? Vous avez des juments qui sont grasses. Donc, on sait que a priori, ça n'a pas d'effet sur la fertilité. Il n'y a pas d'études qui montrent des effets sur la fertilité. Par contre, il y a des études il y a une étude qui montre qu'au niveau de l'endomètre, donc de la qualité de l'utérus, la qualité d'accueil de l'utérus pour l'embryon, eh bien, il y a une augmentation de l'inflammation et des cytokines. Donc ça, c'est donc des phénomènes inflammatoires qui ne sont pas forcément bons. Il y a des changements dans la régulation des lipides et il y a du stress mitochondrial. Donc, c'est pas de très très bon signe. Ça veut dire qu'il y a quand même un environnement qui n'est pas forcément très favorable. Au niveau des embryons, vous avez aussi de l'inflammation, des altérations de la régulation lipidique, du réticulum endoplasmique et du stress oxydatif et mitochondrial. Ça veut dire que même si la fertilité, elle n'est pas forcément, il n'y a pas encore d'études qui montrent que la fertilité est diminuée, c'est pas forcément le meilleur environnement. Et d'ailleurs, chez la femme obèse, on a une vraie baisse de la fertilité. Donc, il y a quasiment pas d'études chez le cheval. Donc, pour l'instant, on voit rien, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et on sait qu'il y a des effets sur l'environnement. Sur toute la gestation, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une diminution de la production de lait. Alors, avec donc de nouveau un peu d'études, hein, une étude qui n'est pas publiée, qui vient de chez nous, avec des modifications de la qualité du lait, particulièrement en acide gras. Par contre, ce qu'on a été voir, c'est si le placenta, dont je vous ai dit que c'était vraiment l'intermédiaire entre la mère et le fœtus, s'il s'adaptait. Et clairement, il y a des adaptations placentaires. Donc, le placenta va essayer de compenser par rapport à l'obésité maternelle pour assurer un meilleur développement du fœtus. Donc, on a vu le début de la gestation. Qu'est-ce qui se passe après la naissance? Alors, ce qui est important, c'est que toutes les études semblent le montrer. Alors, nous, on l'a montré, mais il n'y a pas d'effet sur la croissance du poulain. C'est-à-dire que les poulains, ils naissent à poids normal et l'éleveur, il voit rien. Il se dit, bon, voilà, ma jument, elle était en surpoids, mais mon poulain, il est normal. Par contre, ce que nous, on a montré, c'est qu'il y a une augmentation de l'inflammation modérée jusqu'à 6 mois. Donc, l'augmentation de l'inflammation, ça va jouer un rôle sur le système immunitaire et peut-être la résistance à des maladies. Il y a clairement une augmentation de la résistance à l'insuline à 6 et 18 mois. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont importants dans la régulation du glucose et dans, par exemple, l'apparition de syndrome métabolique équin. Donc on n'a pas pu suivre les animaux jusqu'à l'âge adulte, donc nous, on s'est arrêté entre 18 mois et 2 ans, mais c'est les seules études qui existent, hein. Et par contre, on a eu aussi une augmentation d'ostéochondrose à 12 mois. Après, l'ostéochondrose, elle peut être modulée avec l'alimentation postnatale, mais clairement, le fait d'avoir une jument obèse, ça augmente ses risques liés à l'inflammation et liés au métabolisme. Après, on peut avoir des animaux qui sont normaux au moment de la mise à la reproduction, qui sont une note d'état de 3,5, 3, 3,5, mais qui sont surnourris durant la gestation et qui deviennent obèses en fin de gestation. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la croissance du poulain? Eh bien, pour l'instant, sur la croissance du poulain, il n'y a vraiment pas d'effets notables qui ont été montrés. Il y a une étude qui montre qu'il serait un petit peu plus euh, de poids plus léger avec un périmètre thoracique un petit peu diminué, mais toutes les autres études ne montrent pas d'effet sur la croissance du poulain. Donc de nouveau, hein, pareil, au début, à la naissance, on ne voit pas grand-chose. Donc voilà ce qu'on sait actuellement sur la surnutrition.
Qu'est-ce qu'il en est de la sous-nutrition des juments? Il y a eu une étude qu'on a menée sur la sous-nutrition modérée des juments. On était à 80% des besoins. Et là, clairement, le placenta s'adapte. Il y a plus de vascularisation, donc plus de vaisseaux qui apportent des nutriments pour le fœtus, plus de transport d'acides aminés et de vitamines, un changement du métabolisme. Donc le placenta s'est adapté. Et du coup, sous-nutrition modérée, on n'a pas eu d'effet sur la croissance in utero postnatale. Et ça, c'est confirmé par d'autres études faites dans d'autres groupes. Donc c'est toujours rassurant quand il y a plusieurs références. Par contre, ce que nous on a trouvé, c'est que à long terme, ces poulains qui poussaient normalement, eh bien, ils ont un retard dans leur maturation testiculaire pour les mâles. Alors on les a castrés pour aller regarder la maturation testiculaire, donc on n'a pas pu regarder la puberté. On a aussi un effet sur la sensibilité à l'insuline presque à 2 ans. Et puis, on avait de façon étonnante des effets aussi sur la largeur du canon, qui était réduite à 12 et 24 mois. Donc ça, on ne sait pas trop ce que ça peut avoir comme conséquence, peut-être éventuellement sur la solidité du canon, particulièrement sur des chevaux qui font du saut d'obstacle. Mais bon, on a trouvé ça. Donc en effet, donc la sous-nutrition modérée, ça n'a pas d'effet sur le poulain, sur la croissance du poulain. Par contre, ça peut avoir des effets un petit peu insidieux qu'on ne va pas forcément voir sur sa maturation sexuelle et sur pareil, son métabolisme glucidique. Alors, il y a une seule étude qui a regardé les effets d'une sous-nutrition sévère. C'était une étude qui n'était pas prévue pour ça et ils ont eu un épisode de gourme dans leur troupeau de recherche au milieu de la gestation. Donc les animaux, là, les juments, elles ont perdu énormément de poids, une très très grosse perte de note d'état. Et là, par contre, quand on a une sous-nutrition sévère, eh ben, on a une diminution du poids à la naissance, ça se voit. Hein. Et puis, il y avait des adaptations placentaires, mais qui n'étaient pas suffisantes pour permettre d'avoir un poids normal à la naissance. Donc, le placenta va s'adapter, mais jusqu'à un certain point. Par contre, dans cette étude, ils n'ont pas été regardés s'il y avait des effets à long terme chez le poulain, donc on n'a pas de données. Alors bon, donc vous voyez que finalement sur la quantité de l'alimentation, on voit qu'une surnutrition c'est pas terrible et que les effets vont pas être visibles au niveau du poids du poulain ou de sa croissance, mais que ça va être des effets insidieux sur son métabolisme et l'ostéochondrose. Donc il faut éviter la surnutrition. Après, vous allez me dire, mais oui, mais comment je fais? Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la qualité de l'alimentation? Donc, les chercheurs se sont surtout, pour l'instant, penchés sur la quantité d'amidon dans le régime de la jument et la quantité de vitamines. Donc, nous, on a travaillé avec l'IFCE, avec de l'orge aplatie, et on a montré que lorsqu'on comparait des juments qui mangeaient des concentrés durant la gestation ou qui n'avaient que des fourrages, eh bien, on avait chez la jument une modification de sa glycémie, donc de son glucose dans le sang, et de sa résistance à l'insuline, qui était augmentée chez les juments qui avaient des concentrés. Comme d'habitude, on n'a pas vu d'effet sur la taille du poulain ni du placenta. Et en fait, quand on a étudié de très près le placenta, on s'est rendu compte que le placenta s'était adapté et que les adaptations qu'on avait trouvées dans le placenta, c'est les mêmes qui sont décrites lorsque des juments gestantes ont des fourbures. Et les mêmes adaptations qu'on trouve aussi chez chez les femmes qui sont diabétiques et qui sont enceintes. Donc, il y a finalement, donner des concentrés, ça entraîne quand même des adaptations placentaires qui sont pas négligeables. Qu'est-ce qu'on a eu sur les juments donc qui ont eu de l'orge par rapport aux juments qui avaient que des fourrages? Eh bien, on a eu une augmentation du risque d'ostéochondrose chez ces poulains. Et on a eu une augmentation de la résistance à l'insuline. Donc, de nouveau, des effets sur le métabolisme. Et on a eu, il a été observé aussi, pas par nous, mais par cet article de 2004, une diminution de la qualité du colostrum au niveau des immunoglobulines. Donc, on a des effets lorsqu'on nourrit avec des concentrés.
Sauf que on a un problème, c'est que bon, on n'a pas, les éleveurs n'ont pas toujours du fourrage de très très bonne qualité, ils n'ont pas toujours assez de fourrage pour nourrir la jument de façon suffisante pour maintenir la note d'état, et donc du coup, il va falloir quand même distribuer des concentrés. Donc notre question a été de se dire, mais est-ce qu'il est possible de fournir assez d'énergie aux poulinières sans affecter la santé de leurs futurs poulains? Donc on a continué là-dessus. Alors, voici deux études qui ont été faites au sein de l'IFCE. Donc on reprend l'étude où on n'avait pas donné du tout d'amidon, donc pas de concentré, et une où on avait donné quand même une quantité assez importante d'amidon par repas. Et clairement, quand on donne beaucoup d'amidon, ici on a l'ostéochondrose à 6 mois et on voit que bien le niveau d'ostéochondrose, il est augmenté dans le groupe dont les mères ont mangé des concentrés par rapport au groupe pour lesquels les mères n'ont pas mangé de concentrés. Mais si on reprend notre orge aplati, dans une petite étude là qu'on n'a pas publiée parce que c'est un nombre limité de poulains, et c'est la seule qui existe où on s'est posé la question de la quantité de concentré. Donc ici, on avait des juments qui avaient un petit peu de concentré, donc maximum 75 grammes d'amidon par 100 kg par repas, ou un minimum de 110 grammes d'amidon. Donc grosso modo, un petit peu ou beaucoup de concentré. Et là, c'est clair qu'un petit peu de concentré, ça n'a pas d'effet sur notre troupeau. Par contre, si on donne beaucoup, beaucoup de concentré, eh bien là, dans cette petite étude, on avait 80% des animaux qui avaient de l'ostéochondrose. Donc, du coup, c'est clair qu'on peut donner des concentrés, mais qu'il va falloir le donner avec modération. Donc, on retombe dans cette notion que je vous ai donnée avant, c'est qu'il va falloir quand même éviter de surnourrir sa jument et que qu'est-ce qu'on sait sur ce qui se passe sur la nutrition du poulain, de la rendre obèse durant sa gestation? Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui se passe sur la nutrition du poulain? Il y a une étude belge qui montre clairement que la nutrition de la jument avec des concentrés va augmenter le risque d'ostéochondrose chez le poulain, mais aussi si on continue à donner beaucoup de concentrés au poulain, on va aussi augmenter le risque d'ostéochondrose. Les poulains qui sont susceptibles de faire de l'ostéochondrose, ils ont des réponses glycémiques et insulinémiques, donc des réponses au sucre qui sont différentes des autres. Donc c'est clair que comme on peut modifier ça avec la nutrition de la jument, on va avoir une action dès le début. Et puis une croissance trop rapide ou une surnutrition, ça a été montré par l'équipe de William Martin Rosset, hein, ça va aussi augmenter le risque d'ostéochondrose. Donc il faut faire attention de ne pas trop pousser les poulains dans cette période à risque qui sont les premiers 18 mois des poulains. Donc nous, mais là, c'est une recommandation qu'on essaie on a essayé de faire avec ce qu'on a. Je ne dis pas qu'elle est pas gravée dans le marbre. Actuellement, il n'y a pas suffisamment de données pour aller plus loin. Mais ce qu'on a essayé de déterminer avec mon groupe, c'est de dire, bah voilà, finalement, si on avait une recommandation, on essaierait de dire qu'il ne faut pas aller plus que 100 grammes d'amidon par 100 kilos de cheval par repas pour les concentrer. Alors, on s'est dit aussi, bah, finalement, si on a besoin de donner plus d'énergie à une jument, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer les glucides par de l'huile? Parce que finalement, les régimes qui sont riches en huile sont aussi plus énergétiques, ça pourrait peut-être remplacer l'amidon. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, qu'est-ce qu'on a dans la littérature? Il y a une étude je pense qu'elle est hollandaise, qui a comparé un régime riche en amidon chez la jument, avec, là, ils avaient utilisé du maïs, hein, par rapport à un régime riche en acides gras, où ils avaient réduit l'amidon et compensé en énergie avec de l'huile de maïs. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Eh bien, les effets, ça fait que, en fait, sur le poulain, il y a des effets avec exactement ce qui a été montré aussi par l'IFCE, une augmentation de la glycémie et de l'insuline plasmatique chez le poulain après la naissance dans le groupe où les juments ont reçu
déconcentrés et une augmentation de la résistance à l'insuline. Dans cette étude, ils n'avaient pas été regardés l'ostéochondrose, alors que ça n'avait pas été observé lorsque les juments elles avaient été complémentées avec de l'huile. Donc peut-être que quand vous avez besoin d'augmenter la quantité d'énergie à donner à vos juments, eh bien on peut peut-être moduler avec des concentrés et aussi donner de l'huile qui paraît être une bonne source d'énergie pour essayer de réduire la quantité d'amidon dans le régime des poulinières. Alors, il y a l'huile et huile. Vous avez tous entendu parler des oméga 3 et des oméga 6. Alors les oméga 3, il y en a plein dans l'herbe. Par contre, les oméga 3, il y en a très peu dans les concentrés. Et dans les concentrés, on a plutôt des oméga 6. Alors, le plus important, c'est l'équilibre entre oméga 3 et oméga 6. Et donc, on a clairement un déséquilibre en faveur des oméga 6 lorsqu'on donne des concentrés. Donc, une des solutions pour essayer de rétablir cet équilibre, ça serait de supplémenter les chevaux avec des oméga 3 quand ils sont au box. Au pré, ça sert à rien. Il y en a plein dans l'herbe, donc il n'y a plus besoin de supplémenter dès que les animaux sont au pré. Donc, il y a eu des études avec des huiles d'algues ou de poissons. Et en début de gestation, lorsqu'on donne ce genre d'huile riche en oméga 3 aux chevaux, on a une amélioration de l'environnement utérin et une amélioration du développement de l'embryon. Donc vous voyez, il n'y a qu'une seule étude, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est plutôt encourageant. En fin de gestation, il a été observé que ça augmente le taux d'oméga 3. Donc les oméga 3, ils sont très très importants pour la formation du cerveau. Donc, il y en a plus dans le lait des juments. Il y a plus de transfert de DHA, donc qui est un oméga 3, important pour le cerveau, plus de transfert d'oméga 3 à la naissance, excusez-moi, au poulain. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été observé, c'est que ces augmentations, elles sont associées avec une amélioration du comportement social, de la mémoire et de l'apprentissage des poulains. Donc, vous voyez que ces études sont assez récentes, mais il y a sûrement des choses à explorer. Alors, dans les choses sur lesquelles il n'y a pas eu d'effet, excusez-moi, c'est sur la qualité du colostrum, pas d'effet sur le temps de gestation, pas d'effet sur le poids du poulain, mais je pense que vous avez compris que le poids du poulain, ce n'est pas forcément un bon marqueur pour ce qui nous intéresse, et pas d'effet sur l'intervalle poulinage première ovulation. Voilà, alors là, je sais pas, il y a une répétition, mais c'est pas très grave. Ce qui a été montré aussi, c'est que sur des étalons à qui il a été donné des suppléments en oméga 3, il a été observé donc par 2 études que ça améliore la qualité du sperme. Donc ça peut être intéressant, je l'ai mis quand même parce que ça peut être quand même intéressant à savoir pour des gens qui font de la reproduction. Donc l'autre grand composant de la nutrition des chevaux, et de tout le monde, c'est les protéines. Et alors, qu'est-ce qu'on sait sur un excès en protéines donné au poulain? Pour l'instant, il n'y a qu'une seule étude qui montre qu'il n'y avait pas d'effet sur l'ostéochondrose. Mais bon, il n'y a qu'une seule étude, vous voyez qu'elle date de 1993, elle est assez vieille. Et dans les autres espèces, tout apport inadéquat en protéines, que ce soit un excès ou un déficit, ça peut avoir des effets sur le comportement. Ça peut avoir des effets de surprise alimentaire, donc prise de risque aussi, des comportements à risque, sur l'anxiété, sur la santé des animaux. Un déficit, ça peut entraîner des retards de croissance fœtale. C'est très très utilisé dans les modèles animaux. Ça peut avoir des effets sur le développement du muscle, du thymus, de tout. Et sur la durée de vie. Donc, on n'a pas de données chez le cheval, mais clairement, ça ne veut pas dire qu'un déficit ou un gros excès en protéines ne pourrait pas avoir des effets. Donc, en conclusion, je vous ai plus posé, je pense, de questions que de réponses, parce que finalement, les réponses, elles existent pas beaucoup. Finalement, dans les questions dans les réponses que je peux vous donner, c'est la première chose, c'est surtout pas de surnutrition. Surtout privilégier les fourrages. Si vous devez avoir recours aux concentrés, limitez-les au maximum. Vous pouvez aussi faire un mélange où vous donnez un peu de concentré, mais vous utilisez aussi de l'huile.
vérifiez toujours la note d'état de vos juments et ayez bien conscience que ce que vous faites sur la jument, vous n'allez pas voir un effet immédiat à la naissance de votre poulain. Et c'est plutôt un suivi à long terme des effets sur vos poulains qui va être important. Alors, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Je vous ai parlé au début de ces marques épigénétiques. Elles sont dépendantes de la génétique des animaux. Donc moi, j'ai travaillé sur des anglo-arabes, principalement. Il n'est pas sûr que toutes les génétiques réagissent exactement de la même manière. Bon, ce qu'on trouve, ça ressemble beaucoup à ce qui est trouvé chez l'humain et chez beaucoup de modèles animaux. Donc, ça ne doit pas être très, très différent, mais on peut avoir des réponses un petit peu différentes selon les espèces. Donc les effets de la nutrition maternelle ne se voient pas forcément sur la croissance et le poids du poulain. Dernière chose, et alors là, à chaque fois, je vais reprendre et essayer d'aller à la dernière diapositive. Voilà, moi, quand j'étais à l'école, j'ai appris que le phénotype, c'était un effet de la génétique et de l'environnement. Hein, selon la génétique des animaux plus l'environnement. Et avec mon mari Eric Palmer, on a fait, et Morgane Robles, qui était une doctorante, on a, comment, et d'autres chercheurs de l'INRAE et de l'IFCE, on a essayé de regarder la part de la génétique sur la performance. Et vous voyez ici, donc, la part de la génétique des parents, elle est de 25%. La part de la mère et de vraiment sa qualité en tant que mère, c'est de 1,4%. Il y a les effets de l'environnement qui sont de 23%, l'environnement, le hara, etc. Ensuite, les effets d'un environnement commun, par exemple pour le transfert d'embryons. Ça, c'est tous les effets qu'on connaît bien, mais vous voyez que le reste, c'est environ 50% du phénotype de l'individu qui est dû à d'autres facteurs que la génétique. Et ça, c'est ces facteurs dont je vous parle, dont l'épigénétique, et pour lequel il faut qu'on en apprenne plus. Donc, qu'est-ce qui va finalement faire que votre poulain va être un champion? Il y a sa génétique, il y a son environnement, il y a clairement son épigénétique et toutes les interactions entre la génétique, l'épigénétique et l'environnement. Et ça, c'est un vrai sujet important à continuer à développer. Et puis, ce qui est en train de se développer chez l'humain et chez d'autres espèces, et qu'il faudra aussi explorer dans ce cadre-là chez le cheval, c'est l'effet en fait du microbiote sur le développement du poulain à long terme. Alors ça reste encore très très compliqué, donc je pense que on n'aura pas encore, on est encore loin d'avoir des réponses à vous donner dans ce cadre-là. Voilà, je vous remercie et puis bien, on va passer aux questions. Là, j'attends, oui, donc je vais directement passer aux questions. Je vais laisser l'IFCE reprendre la main sur le diaporama s'il faut changer les choses. Donc, les études.